Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 6e numéro d'Amicalement Sport. Aujourd'hui, pour parler handball et rugby, je reçois un invité spécial pour la question handball, Romain, invité et supporter montpelliérain. Bonjour. Pour nous accompagner d'autres habitués, pour le coup, Mallory, Quentin et Jonathan, bienvenue à vous tous. Bonjour. C'est bien, je t'ai pas trompé sur mon prénom pour une fois. Oui. Et Grishka, que je n'oublie jamais, qui en plus... N'a pas de micro. N'a pas de micro, mais de la salle. pourra parler aujourd'hui handball en tant que supporter du PSG Hand. Oui, mais j'ai une énorme voix, donc pas besoin de micro. Oui, ça... Bien que la voix qu'il a d'énorme. Bon. Après cette fine blague... C'est ça. Donc comme je vous y disais... Retrouvez-moi tous les soirs aux grosses têtes. Comme je vous disais, question aujourd'hui handball et rugby. Handball par rapport évidemment à l'Euro en Pologne. Handball. L'Euro qui a lieu en ce moment en Pologne. Et rugby par rapport top 14 et Coupe d'Europe. Nous allons y revenir pendant la prochaine heure. On revient tout de suite pour commencer avec le hand après un jingle. Alors pour la première question de cette émission, donc handball, on va parler évidemment de l'Euro 2016 qui est en cours, mais on va commencer par le championnat de France, on en est à mi-saison. Le PSG, comme attendu, est en tête du championnat avec 4 points d'avance sur Saint-Raphaël. Montpellier, le club que tu supportes, Romain, est 3e avec 18 points. Bon, les autres clubs historiques, par exemple Chambéry est un peu plus loin, est un peu en retrait à la 6e place. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première partie de saison, à part que la logique est respectée par rapport au PSG? Alors la logique est respectée par rapport au PSG, oui et non, parce que le PSG réalise des performances qui sont quasiment tout le temps en dents de scie et à des temps faibles assez étonnants par rapport à ce qu'on aurait pu attendre du PSG. Moi, je l'explique par la construction d'un projet par Noka Serdaruzic, donc le coach du PSG, qui est arrivé vraisemblablement pour longtemps et pour ancrer surtout le PSG en Europe. C'est ça, le nouveau coach du PSG qui a un très gros palmarès en tant que joueur et surtout en tant que coach. Il a gagné la Ligue des Champions, notamment avec Kiel en Allemagne. C'est le mentor de Nicolas Karabatic à Kiel. C'est pour ça et qu'on voit aussi que le PSG construit son projet autour de Nicolas Karabatic et cède c'est un peu Nicolas Karabatic qui a fait le mercato, quoi. Au niveau de l'entraîneur, au niveau de son frère, voilà, on pense surtout d'autres joueurs qui ont joué avec lui à Kiel ou qu'il connaît de près ou de loin pour avoir joué avec eux à Barcelone ou dans les clubs où il est passé. Ça fait une équipe très cosmopolite, ce qu'elle était déjà avant, on remarque, mais oui, de toute façon, même quand il y avait le Paris Handball avait beaucoup de joueurs de l'Est aussi, lorsque c'était encore le Paris Handball et pas racheté par les Qataris. Mais voilà, oui, la logique est respectée parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser sur un match, oui, mais sur une saison, c'est un petit peu impossible vu la profondeur de banc. Voilà, donc, sur une saison, tu peux avoir des surprises comme c'était quoi, en 2013 où Paris termine 2e. Oui, c'est Dunkerque qui passe devant parce que Dunkerque était en feu sur la saison et qu'il fallait vraiment aller les chercher. Voilà, sur une saison, on est d'accord, mais là, le PSG en Coupe d'Europe, à la Coupe d'Europe, à le championnat, à les coupes, et arrive quand même à faire des performances comme ça. Donc c'est la profondeur de banc et sauf accident de parcours ou blessure à répétition, ce sera Paris champion. Après derrière, c'est un petit peu plus indécis. Montpellier va vraisemblablement terminer dans les 4 premiers parce que ils ont un effectif aussi assez fourni au final, qui est assez homogène, qui permet de voir venir. Ça a été un petit peu difficile. Montpellier arrive à sortir la tête de l'eau, mais au niveau financier, ça va être très compliqué dans les années à venir. C'est le contre-coup de l'affaire des paris et de la défection de tous les sponsors lors de cette affaire-là. Après Saint-Raphaël, c'est une surprise sans être une surprise parce que ça fait quelques années qu'ils sont dans le championnat. Ça fait quelques années qu'ils montent en puissance, mais là ils passent vraiment un cap parce qu'ils font des performances. Alors les autres équipes derrière sont un peu moins fortes, donc du coup ça permet l'émergence de nouvelles équipes dans le top 3. Je vois pas Saint-Raphaël finir fort. Après je peux totalement me tromper, mais ils ont un effectif assez réduit. Ils sont toujours sur la performance de 2-3 joueurs.
s'il y en a un de ceux-là qui se pète, ça va être très très compliqué pour Saint-Raphaël. Peut-être quand même, vu leur position actuelle, terminer dans les 4. Mais bon, après, faire une surprise comme Dunkerque il y a quelques années, ça pour le coup, ça paraît beaucoup plus compliqué. Voilà, sauf accident, ce sera Paris champion. Et après, je vois bien Montpellier deuxième. Il y a Nîmes et Créteil qui sont derrière en embuscade, qui font une saison assez impressionnante. Créteil qui a finalement une profondeur de banc assez importante avec tous les jeunes du centre de formation. Créteil est un des meilleurs centres de formation français. Ils sont tous portugais comme en foot ou C'est le même club. Ils sont pas tous portugais, il y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment des jeunes en fait ils récupèrent en centre de formation, ils récupèrent ce que Paris ne veut plus. Donc très jeunes de la région parisienne quand même, qui a un très gros vivier comme dans tous les sports. Ça fait longtemps qu'ils prouvent qu'il y a des très bons joueurs qui sortent de là. L'année dernière ils sont maintenus in extremis et maintenant c'est toujours le même collectif, ils sont rodés et puis ça joue bien. Après voilà, plus loin il y a Chambéry comme je l'ai dit, Toulouse qui a récupéré Philippe Gardan, l'ancien coach du PSG, qui a toujours. Alors ancien coach, c'est ancien du PSG, parce que coach il l'est pas du tout. Donc. Oui, Griska peut confirmer parce que c'était quand même le principal reproche. Les temps morts de Philippe Gardan en anglais, c'était quand même exceptionnel au PSG. C'était quand même le principal problème, désigné par les supporters et les connaisseurs du hand par rapport au Philippe Gardan qui a un homonyme qui travaille maintenant sur la chaîne Qatari d'ailleurs. Oui. Qui est un ancien joueur des Redskins. C'est les deux mêmes. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était l'un qui était passé dans l'autre sport. C'est un peu Bruno Martini, les Bruno Martini des sports mineurs, en fait. Et ça donnait quoi, en fait, au niveau de ces temps morts en anglais? Un truc du genre win the yes, need the no, to win against the no, ou je pense qu'il aurait pu prendre des leçons avec Jean-Pierre Raffarin, donc, ou Jacques Santini. Ouais, c'était déplorable, on comprenait rien du tout, et de toute façon, la majorité des joueurs qui étaient arrivés avait pas un niveau en anglais exceptionnel non plus, donc on s'est retrouvé avec de toute façon quelqu'un qui avait pas le niveau pour entraîner des joueurs comme ça, qui a fait des bons coups à Chambéry, mais parce que c'était son adjoint derrière, Mario Cavalli, qui est entraîneur de Chambéry maintenant, qui faisait Philippe Gardan, c'est au niveau du jeu c'est n'importe quoi. De toute façon quand il jouait c'était n'importe quoi aussi, donc mais ça marchait quand même. Est-ce qu'on peut penser que ça sera la même avec Toulouse, avec Jérôme Fernandez notamment, qui va bien finir par se mettre aussi sur le banc à un moment? Je crois qu'il l'est déjà parce que pas officiellement comme entraîneur adjoint, mais de toute façon il joue pas beaucoup parce que maintenant il a dû 50 ans. Il a dû remettre le bleu de chauffe parce qu'il y a des blessés, mais voilà, on était plutôt parti sur un statut officieux d'entraîneur joueur. Oui, comme ça se fait un peu en handball finalement. Je regarde Dinard sur ces dernières années, c'était un peu ça. Oui, après Dinard, moi peut-être on en parlera plus dans la partie Euro 2016, mais pour faire du teasing, pour moi c'est un mec, il faut qu'il arrête de décider des trucs en attaque parce qu'il a jamais su jouer en attaque et que. Parce qu'il a déjà joué en attaque. Il a déjà joué en attaque au début. Il faut savoir que Didier Dinard était arrière à ses débuts et pas du tout pivot en fait. Il a jamais joué pivot en attaque et je sais plus quel entraîneur a décidé un jour de passer en défense. Une assez bonne idée vu la carrière qu'il fait en défense. Et il finit d'ailleurs au DBHB, je crois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Au DBHB, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le magasin dans le Marais, c'est ça? C'est ça exactement. Non, il finit à Dijon sa dernière saison. Je sais plus. J'ai pas une grosse. J'ai pas de doctorat. Très belle anecdote. Griska qui soupire parce qu'il vient de comprendre qu'il pouvait pas placer Angers en handball et là il est triste. On a dit que c'est en première division. Mais est-ce qu'il avait la Angers Noyant. Est-ce qu'il avait Romain Thomas aussi? C'était la question. Et Jonathan, je suis quand même déçu que tu nous places Dijon sans parler du coach de Dijon cette année, qui a un mec un peu. Ils sont en première division. Qui a un nom? Non, deuxième. Non, deuxième. Deuxième, en fait, Dijon est spécialiste pour faire l'ascenseur. Donc, mais j'avoue que. Un peu l'équivalent de Caen, quoi. Autant en basket, je le connais, le coach de Dijon, autant cette année, je sais même plus qui c'est. C'est pas vous qui avez récupéré Jackson Richardson? Ah, mais si, putain. Il me semble quand même. J'ai même pas, j'ai pas pu aller voir un match cette année. Ouais, carrément. Là, Jackson Richardson, un autre exemple de très bon joueur qui n'est pas un bon entraîneur. À Chambéry, c'était une catastrophe. C'est ça. Dijon, ils sont encore en course pour la montée en première division, mais comme à chaque fois qu'on est en division 2. Comme l'a dit Jonathan, ils ont l'habitude. Oui, la division 2 est
C'est à un niveau assez faible. C'est un fourre-tout et à partir du moment où tu descends en division 2, tu remontes quasiment aussi sec. Oui, C'est mais ça. pour C'est le Stade Malherbe de Caen du handball. Si tu veux. mais oui, Romain, pour revenir à ce que tu disais sur Jackson Richardson, c'est assez emblématique. Je me souviens il y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, d'un reportage qui a été fait sur lui à la télévision. Je pense que c'était à Tout le Sport ou à Stade 2 ou quelque chose comme ça. Tu regardes le sport, toi? Oui, je tombe dessus de temps en temps. Et La plus belle la vie, en fait, il tombe. Je crois que c'est avant, non? Je sais pas. C'était un piège, bien joué. Et au lieu de, concentrer le reportage sur les qualités de coach existantes ou pas de Jackson Richardson, ils ont passé 5 minutes à nous faire comprendre que Jackson Richardson était en fait le mec qui arrivait tout en retard à l'entraînement quand il était joueur, que c'était genre une grosse feignasse quand il était joueur. Et les 5 minutes ont été... Bon, est-ce que le coach Richardson est aussi une grosse feignasse qui arrive à l'entraînement après ses joueurs? Et la moitié des joueurs disaient oui. Globalement, oui. Un excellent reportage. Voilà, non mais c'est c'est Richardson. De toute façon, c'est un génie. Et puis il fumait deux paquets de clopes. Enfin, je caricature, mais il fumait des clopes à côté. Enfin, il y avait une hygiène de vie déplorable. Voilà, racisme. Tout ça parce qu'il a des dreads. Racisme ordinaire. Donc, pour revenir sur le PSG, tu t'as parlé rapidement de la Ligue des Champions, où le PSG, pour le coup, là, on dirait qu'ils ont vraiment passé un cap par rapport à ce que c'était avant avec Philippe Gardan, parce qu'ils sont premiers ex-aequo de leur poule avec les Allemands de Flensburg plutôt. Ils ont battu les gros clubs qui sont dans leur poule, c'est-à-dire Kiel et Veszprém, les Hongrois qui étaient un peu leur bête noire depuis 2-3 ans en Ligue des Champions, parce que 2 dernières saisons, il me semble, ils se font éliminer par eux en 8e ou en quart. Peut-être qu'en handball ou ta bête noire. Où il y a pas photo sur les 2 dernières années, c'est Veszprém les avait écartelés. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour être un peu de mauvaise foi, parce que j'aime pas trop Paris, je vais dire que Veszprém a mal joué, mais non, c'est pas vrai. Ils ont surtout le gros résultat, c'est de battre Flensburg à Flensburg. Et ça, c'est la marque pour moi de pourquoi pas pour le PSG arriver au Final Four en favori. Cette année, c'est peut-être possible. Attention quand même à des équipes qui vont se réveiller à la fin, qui ont une saison assez longue, qui ont des saisons comme Barcelone par exemple, qui ont une saison très facile en championnat, qui pour le coup, eux, c'est vraiment, ils sont à 0 défaite depuis presque une saison et demie. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le genre d'équipe qui se focalise seulement sur la Ligue des Champions et qui du coup n'a pas d'adversité pendant très longtemps, qui donc fait des contre-performances ou des matchs un peu dégueulasses contre des équipes de milieu de tableau européen, etc. Et donc qui arrive après ces matchs contre des équipes moyennes, qui arrivent quand même en élimination directe avec le couteau entre les dents, et qui parfois défoncent tout parce que l'adversité, ils sont face à un adversaire beaucoup plus fort et ils s'adaptent et ils sont prêts avec l'effectif pléthorique qu'ils ont. C'est ce qui leur est arrivé l'année dernière. Prends ça, Laurent Blanc. Parce que le Barça est tenant du titre. Oui, voilà, avec Karabatic qui fait une Ligue des Champions dégueulasse pendant je sais pas combien de temps, qui arrive au Final Four, qui met 10 sur 11, je me souviens de ce match, 10 sur 11 contre je crois que c'était Hambourg ou Veszprém, je ne sais plus, et en finale qui met un truc comme 11 sur 12, un truc comme ça avec 15 passes décisives. Enfin, voilà. Bon, voilà. Il avait en plus la volonté il savait déjà qu'il allait signer au PSG, donc il voulait partir en gros sur une bonne note, tout ça. Bon. Voilà, partir sur une bonne note de son club, hein, Nicolas. Bon, pour finir, désolé pour enfoncer un peu le clou, rappelons qu'il y a aussi Montpellier en Ligue des Champions, mais que eux sont déjà éliminés dans leur poule. Je suis désolé Romain. Bah, bon. c'est déjà pas mal le parcours qu'on fait, mal. donc moi j'ai pas d'attente d'objectif avec Montpellier, parce que je sais que si ça se trouve dans 2 ans avec les problèmes financiers, Montpellier va être relégué ou je ne sais pas où. Il n'y a pas une nouvelle salle pourtant, il n'y a pas tout un projet autour. Bah il y a l'Arena qui est beaucoup trop cher, c'est la malédiction des nouvelles salles. Voilà. Qui du coup maintenant pour se renflouer fait des concerts de Johnny d'Indochine. Oh la chance. Voilà, et non mais oui, le projet de Montpellier a été coupé à la racine.
Grâce aux deux frères au nom Hitch qui. Ils ont pas signé Valentin Porte pour la saison prochaine. Mais alors c'est ça le truc, c'est que apparemment ils signent Valentin Porte, ils ont signé un gardien suisse Portner qui est un espoir. Ils ont signé Benjamin Havgour pour 2017 le pivot de Dunkerque qui est à mon avis le successeur de Sorindo au poste de pivot et non pas Luka Karabatic. Ça on en parle tout à l'heure, voilà. Et on en parle tout de suite après. Et ils ont signé aussi le pivot de Toulouse avec une énorme barbe. Je vais mal le prononcer, c'est le pivot slovène Zvijej. Alors je parle pas slovène, mais c'est qui a fait un bon euro parce qu'ils sont éliminés les Slovènes. On s'excuse s'ils nous écoutent. Voilà. Donc il y a des signatures, il y a Valentin Porte, il y a aussi je ne sais plus comment il s'appelle, un ailier Théophile Cos qui joue à Chambéry, un ailier droit qui est un petit Lucas Ballot avec une bedaine. Très sympathique à regarder. Donc voilà, on va finir là-dessus parce que après, si on parle transfert, il faut parler de tous ceux du PSG. Et là, pour le coup, des noms en Hitch ou des noms slovènes imprononçables, il y en a 2-3. Si on doit en retenir un l'année prochaine, et c'est une raison pour regarder le championnat de France de handball la saison prochaine, il s'appelle Uwe Gensheimer. C'est l'ailier gauche de Flensburg. Et c'est pour moi un des meilleurs ailiers de tous les temps. C'est un type qui a un poignet formidable. Il est très 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 fort. Et il joue au PSG la saison prochaine. Donc regardez le championnat. Bah écoute, nos auditeurs retiennent ça et suivront le championnat l'année prochaine pour. Bon courage aux commentateurs quand ils essaieront de prononcer son nom. Bah Gensheimer, c'est facile. Bah Gensheimer, oui. Franchement, il y a pire que. Est-ce que c'est plus dur que Schneiderlin ou Koscielny Voilà. Donc deuxième partie de cette question handball avec l'Euro 2016 qui est en cours en ce moment en Pologne. Alors après un premier tour où les Français ont affronté la Macédoine, la Serbie et la Pologne pour 2 victoires et une défaite assez logique contre les Polonais, on en est maintenant. C'était violent. C'était pas logique, mais c'était violent. Pas du tout logique, mais tu veux dire au vu du match. Enfin, ils ont été bouffés, ils ont fait un mauvais une début entame de match. Catastrophique. Et après, au physique, les Polonais ont pas. Ils ont pas eu besoin de faire grand chose. Voilà. Moi, je pense que n'importe quelle équipe dans cet Euro fait une entame comme ça contre la Pologne, que se prendre la Danemark, l'Espagne, toutes les meilleures équipes. C'est fini. Voilà. T'as le public derrière. Défaite logique, c'était voilà. Oui, mais pardon. Surtout qu'en plus, rappelons que les Polonais, ils ont été 3e du dernier mondial au Qatar. Donc voilà, c'est pas. Oui, alors qu'ils auraient dû aller en finale, mais bref. Voilà. C'est les 3e mondiaux. Là, ils jouent une valise de billets, pas ça par là. Ce match, je sens que ça a été un gros n'importe quoi. Ouais, ça m'avait fait penser moi au France-Allemagne. C'était qu'en 2007. Ah oui, avec le fameux avantage rejoué. L'avantage rejoué, le bras cassé alors que t'avais joué 2 passes avant. Ça ressemblait à rien. Oui, non, mais c'est surtout ce déboulé de Michael Guigou fantastique qui arrive à marquer un but et l'arbitre revient aux 9 mètres alors que il n'y a pas de marché de la part de Guigou, il n'y a pas de faute de sa part qui annule son avantage. Ah non, mais ça fait. Mais pour moi, c'était plus une incompétence des arbitres pas voulue, c'est-à-dire qu'ils se sont fait bouffer par le public et qu'ils se faisaient siffler comme pas possible. Il y avait trop de bruit et ils ont éclaté. Il a sifflé trop tôt et puis. En même temps, plusieurs milliers d'Allemands excités. Moi, je t'avoue que dans un vase clos. Si tu mets plusieurs milliers de Polonais, c'est pas mal non plus à mon avis. Ça. Donc voilà, on en est au 2e tour. Il y a un super match ce samedi après-midi contre la Croatie, nos meilleurs copains. Voilà nos vieux ennemis, les Croates. Ouais, mais c'est plus la même équipe. Alors c'est y a plus Balic, c'est plus la même équipe, mais attention quand même parce qu'ils arrivent à remplacer quand même Balic par. Alors attention parce que ça, c'est pareil au niveau du nom, c'est sympa. Il s'appelle Domagoj Duvniak. Voilà, donc je crois que c'est lui là d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait. Le demi-centre, alors plus physique que Balic, parce que Balic c'était un Richardson, de toute façon c'était un petit mec qui, pareil, fumait à mon avis pas que des cigarettes et qui buvait beaucoup. Meilleur joueur du monde en 2013, donc c'est pas... Ah non, mais c'est un peu le même profil que Karabatic, c'est-à-dire que c'est un distributeur très physique qui est capable de faire pratiquement tout passer en force, passer en force sans faire de passage en force. Mais ça il faut pas ça. Ça c'est pas bien ça. Passer en puissance comme Karabatic. Ils ont une particularité que vous allez sûrement voir si vous regardez le match à 18h30. C'est cette capacité à avoir le coup en arrière au moment où on voit un bras adverse défenseur et de provoquer des 2 minutes. Vous allez voir. C'est les deux mêmes. Les arbitres en sont pas encore rendus compte, mais je pense qu'un jour ça va s'arrêter parce que Karabatic fait tout le temps ça.
Et Douvniak fait tout le temps ça. Bon, voilà, ça c'est le duel dans le match. Ils ont changé leur défense. Ça c'est extrêmement bizarre parce que les Croates étaient souvent en 6-0. Là, je les ai vus faire une 4-2, donc avec 2 joueurs avancés pour perturber les arrières. Alors il faut dire qu'ils ont joué souvent contre des équipes avec un fort potentiel physique et pas forcément mobile. Je pense que s'ils savent que s'ils font ça contre les Français, ils vont se faire violer par Narcisse et consorts, parce que c'est pas du tout des gros bourrins et ils vont les passer en vitesse. Narcisse, on va dire s'il veut, parce que bon, depuis. Oui, alors là, c'est. Il y a le poids des ans qui commence à se faire quand même sur Narcisse. Pour parler un peu de manière générale, la France, là pour moi c'est un peu le flou, parce que je sais pas de quoi ils sont capables, je sais pas ce qui va arriver. Parce que les 2 premiers matchs contre la Macédoine et la Serbie, c'était des matchs de chauffe avec on ne sait pas trop où se placer, on essaye de construire le jeu qui va être le nôtre jusqu'à la fin de l'Euro. Le match contre la Pologne, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est une entame catastrophique, donc ça de toute façon après le contenu du match, tu cours après le score, t'as des Polonais qui disent, enfin les Polonais dans les tribunes qui crient dessus. C'est un peu difficile. T'as le gardien en face qui est un peu schmal, qui est un peu en chaleur, donc c'est un peu difficile. Donc voilà, c'est pas un match où tu peux tirer des conclusions. Et après, le premier match contre la Biélorussie, c'est pareil. Il y avait 25 à la mi-temps. Ils ont fait rentrer les jeunes en deuxième mi-temps. Tu peux pas tirer des conclusions sur ce match-là. Pour moi, le match contre la Croatie, là, à 18h30, sera le vrai test. On va voir si on est capable de réaliser des performances dignes de l'équipe de France de ces dernières années. Et voilà, il faut gagner. De toute façon, il faut gagner parce que sinon ça va être très compliqué pour se qualifier. Surtout que derrière il y a la Norvège qui est un peu le hit parade de l'Euro, qui a fini première de son groupe, qui a un jeu. Je comprends pas comment ça se fait que les Norvégiens arrivent à jouer comme ça. Enfin, mais c'est très très beau à voir. Et voilà, donc c'est pareil, la Norvège, on va voir tout à 20h30, ils jouent contre la Pologne. On va voir si aussi ce n'est qu'un hit parade qui ne dure pas longtemps ou si. Ce qui nous arrangerait grandement que la Pologne perde. D'ailleurs. Que la Pologne perde. Alors attention parce que qui fasse match nul, ce serait sympa, ce serait un peu improbable, même si on a vu hier la Suède et la Russie faire match nul, mais non, voilà, je pense que au vu du contenu qu'on va livrer ce soir, pas forcément du score. On va voir si alors sauf s'il est en notre défaveur, le score ça sera un peu compliqué, mais si on gagne de 2 buts ou de 13 buts, il faudra quand même regarder ce qu'il y a eu à l'intérieur du match et voir si face à une adversité qui est un petit peu plus élevée que ce qu'on a eu jusqu'à présent, on est capable d'élever le niveau. Et ce match sera aussi l'occasion de voir à quel niveau peut se porter notre banc, qui est très jeune au final. Parce que c'est aussi l'une des caractéristiques de la France sur cet Euro. On a pas mal de blessés. Du coup, le Onesta a pas mal rajeuni le groupe. On a des jeunes qu'on connaît pas forcément si on suit pas trop le hand de près, des joueurs de Créteil, de Fabregas. Fabregas de Montpellier, très bon joueur. Voilà. Il y a Olivier Gnocas qui sur le début de alors lui est un peu tournoi, super sub. Lui, c'est assez en comment dire, c'est assez en accord avec, pas en accord, mais c'est pas grave, la phrase se comprendra quand même. C'est assez en accord avec sa saison en Allemagne. Il est dans un club de milieu de tableau, c'est Göppingen si je ne m'abuse, ou un autre, je ne sais plus, mais un nom à coucher dehors, ou Banningen, enfin bref. Et il fait une très bonne saison en Allemagne cette saison. Et voilà, donc Gnocas, pourquoi pas. Après, j'ai un petit peu moins confiance en, par exemple, je ne sais plus son prénom, mais il s'appelle Remili, qui est un joueur de Créteil qui est pas mauvais, hein, mais ou Théodoro, qui est pas mauvais aussi, qui est un joueur de Créteil, mais qui sont très jeunes. Remili, je crois qu'il a 19 ans, 18 voilà, ou 19. Fabregas, c'est pareil. Fabregas, il sort tout juste d'avoir remporté le titre avec les juniors, donc.
Remili se fait avoir systématiquement en défense quand il est poste 2. Le problème, c'est que si tu fous Remili ou Dereau face à Douvniak ou même Kopiar ou même Panic et consorts de la Croatie. Koplar, physiquement, faut le prendre, parce que c'est. Ouais, après, bon, c'est un joueur entre guillemets assez facile à prendre parce qu'il a un shoot, il a une manière de jouer, c'est je cours tout droit, je saute, je tire. Bon, après, il faut arriver. Et il est connu en France qu'il a joué au PSG. Il a joué au PSG, il a fait très bonne saison au PSG, mais voilà, il est parti parce que il est pas assez bon en fait finalement, parce que Philippe Gardan non, je sais pas. Enfin, j'ai pas trop suivi ce départ de Kopiar, mais enfin bref. Voilà, donc on va voir après si je peux parler d'un joueur en particulier qui te fait pour moi très plaisir si on a bien compris qui n'a rien à foutre ici il s'appelle Luka Karabatic. Alors Luka Karabatic, je vais pas m'étendre dessus, mais il sait pas jouer au hand, il sait pas défendre, on le voit avec toutes les 2 minutes qu'il prend. Il défend avec les bras tout le temps, il est en retard tout le temps, il est pas sur ses appuis, il se fait violer par les pivots. En attaque, il arrive pas à attraper les balles alors qu'il est pivot. Il sait pas se placer en pivot, il ne gagne jamais la position. Donc ce qu'on appelle la position en pivot, c'est d'avoir au minimum un pied devant le défenseur, donc le pied le plus proche de la zone des 6 mètres entre le pivot et le défenseur doit être celui du pivot. Nicolas Karabatic, qui fait quand même 105 kilos, n'arrive jamais à prendre cette position-là, et Lucas, pardon. Parce que Nicolas, il arrive assez souvent. Nicolas joue pas pivot, donc mais je pense que Nicolas jouerait mieux pivot que Luka Karabatic. Enfin bref, il est pas bon du tout, il nous coûte énormément de pertes de balles. J'avais fait un calcul de stats pour le premier match chez Macédoine, pour prouver à un pote qui me disait non, il est très bon et tout, mais je lui ai montré. C'est 6 pertes de balles, 1 sur 1 au tir, 3 fois 2 minutes en 42 minutes, je parle les stats quand même, hein. Donc 3 fois 2 minutes, donc un rouge en 42 minutes, 6 pertes de balles et 1 sur 1 au tir. Si vous mettez ça en niveau international, un pivot, 100% au tir quand même. C'est pas ouais, oui, d'accord, bon, ça, certes, mais la magie des stats. C'est ça, c'est les 100% de Camille Lopez. Donc il est à 1,2 buts par match, ce qui est famélique pour un pivot. Bah moins c'est difficile quoi. Voilà. Sorando est à 4,2 buts par match. Il a joué un tout petit peu moins longtemps que Luka Karabatic, et c'est un très bon défenseur. Oui. Et on sait qu'en attaque Sorando c'est pas non plus. C'est un vrai pivot. Voilà, c'est un vrai pivot. Et donc Luka Karabatic, il est juste là. Moi, je peux pas supporter des gens Luka Karabatic qui a une carrière grâce à son frère. Et à un moment donné, il va arrêter le tir, même avec le PSG, c'est catastrophique. Les problèmes de début de saison en défense du PSG sont directement liés à Luka Karabatic. Donc, il a compris Onesta dans les matchs récents. Il l'a pas trop fait jouer. Oui, et si je peux rajouter un truc, c'est que quand il joue, son frère veut tout le temps jouer avec lui. Donc, résultat, on perd la balle. Voilà. Donc, l'esprit de famille, parfois, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, pour moi, c'est un joueur, il a rien à foutre, même en D1, ça peut être, à la limite, un bon joueur de D2 National 1, mais il a rien à foutre en D1, quoi. Enfin, faut arrêter les conneries un peu. Et puis alors à l'Euro contre la Croatie, ça risque de pas pardonner, quoi. Ouais, il va s'en prendre, voilà, parce que je sais. Quand tu auras pris 3 baffes. Je crois que je sais plus si Igor Vori joue encore pour la Croatie. J'ai pas vu. Non, il a été écarté de la sélection. Ouais, bon, de toute façon, c'est prime d'un rajeunissement, tu sais. Oui, voilà. Et puis voilà, Igor Vori est pas forcément le mec le plus sympa du monde aussi, donc c'est un. Pour la cohésion du groupe, c'est peut-être. Ouais, il est peut-être un peu en conflit. Je ne sais plus. Alors, je sais pas qui est le pivot de la Croatie aujourd'hui. Maric, d'accord. Je le connais pas trop, mais enfin voilà, je pense que c'est un joueur qui doit avoir un autre bagage que Luka Karabatic, décidément. Et je pense qu'il faut pas le mettre. Je pense qu'il y en a un des deux qui est un génie. Ça devrait aider. Voilà, un génie du mal. Il y a des gens qui confondent Romain et Thomas. Hein. Oui, évidemment. Je pense que c'est Bruno et Benoît Chirou, quoi. Je dirais pas qui est le génie dedans. C'est tout. Nicolas et Julien Escudé. Donc voilà, au final, pour conclure là-dessus, la France fait toujours partie des favoris pour l'Euro, évidemment. C'est normal vu notre palmarès, notre niveau, tout ça, les joueurs qu'on a. On a toujours le meilleur gardien du monde.
On a les 3 titres, on détient les 3 titres possibles au handball. Donc, Puis même individuellement, on a le meilleur gardien du monde, on a Karabatic qui reste dans le top 3. Alors le meilleur gardien du monde, attention, parce que là, il est pas trop en veine. Moi, c'est par vague. Ouais, c'est par vague. Genre un match de folie quand il faut, quoi. Je sais pas, là, bon, oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas aussi donner sa chance à Vincent Gérard, qui est un gardien qui peut, une fois mis en chaleur et assez... Oui, alors je dis pas ça forcément parce qu'il joue à Montpellier, mais c'est un gardien qui peut... quand tu fous au meilleur sur le banc et pendant un peu longtemps, il est un peu mauvaise et quand il revient, il est autrement plus motivé que... Après, au meilleur, lors des derniers mondiaux, c'était un peu ça aussi, quoi. C'est que les premiers matchs, il a pas été bon. Et puis à partir des demi-finales, il est rentré en mode en feu. Bon, en mode 60% quoi. C'est en demi qui sort 60% des tirs. C'est un peu il va te chercher des ballons en lucarne avec le pied quoi. Voilà. C'est un peu ça la jurisprudence hommière quoi. C'est bon, tu dis en phase de poule il est pas bon, mais tu sais qu'en demi-finale finale il sera là. Donc c'est dur de le foutre sur le banc. C'est un mec quand il y a la médaille au bout, c'est plus le même. Hein. Alors ce serait bien que nos futurs adversaires dans demi-finale insultent un peu Thierry Meilleur pour lui demander d'aller à la retraite. C'est un truc qui marche bien. Ouais. On se souvient des Espagnols. On se souvient de ces pauvres Suédois lors d'un mondial. Il y en avait un qui l'avait insulté et là pour le coup ils avaient pris 60% dans la gueule. Et je me souviens de l'image de Meilleur qui va lui serrer la main à la fin. Genre salut. Quoi. Ah le regard, mais en plus ça se voit dans le regard l'état d'esprit où il est. Meilleur. Tu arrives à voir un truc dans le regard de Thierry Meilleur. Moi c'est le vide. Moi pour moi c'est. Justement quand c'est un vide noir c'est que. Non mais il est très bon et. Ça permet aux scientifiques d'ailleurs de visualiser un trou noir en fait. Regard de Meilleur. Mais moi pour moi c'est il attire, c'est hyper dans la luzerne comme on dit chez moi. C'est vraiment ça. Et voilà donc oui, pardon. Tu étais en train de conclure, on a coupé sur Thierry Meilleur. Non, c'est très bien. Pour enchaîner sur Daniel Narcisse qui fait un début d'Euro de merde. Oui, qui lui, pour le coup, enfin, tu sens qu'il a les 36 ou 37 ans. Tu sens, que ça commence à peser. Ça va être la fin, quoi. C'est plus dur de sauter, quoi. C'est... Mais bon, c'est plus EasyJet que Air France maintenant. On ressent quelque part pour les défenses parce que ils ont vu arriver Olivier Niokas que les Allemands ont tout de suite surnommé Lufthansa. Donc je pense que ça va. Ah non, mais c'est ça qui doit être frustrant. C'est pas celui-là qui s'est écrasé dans les Alpes l'année dernière, Lufthansa. Non, c'est Germanwings. Ah, c'était Germanwings. C'est ça qui doit être frustrant pour nos adversaires parce que ils sont contents de voir Narcisse arriver près de la fin, puis t'en as un autre qui arrive derrière. De toute façon, on a remporté les 2 titres de champion du monde des moins de 21 et moins de 19 ans. Donc on a une génération même qui 17 arrive. d'ailleurs. Les 3. C'est excellent pour conclure. On sait que même si on a une très belle génération là qui s'approche de la retraite, Narcisse au meilleur, même un peu plus loin, mais Karabatic il a quoi 31, 32. Donc bon, voilà, il finira bien par s'arrêter. Qui fera en sorte que jusque derrière ça guérit. Voilà. On sait que derrière on a de la réserve pour rester devant. On a de la réserve de nombreuses mondiales. Mais attention aux prochains sélectionneurs, ne pas faire de conneries parce que la réserve, par exemple, les Suédois l'avaient, les Allemands l'avaient, ils ont disparu de la scène internationale. Onesta part. Il y en aura un prochain. Onesta va sûrement partir dans pas trop longtemps, j'espère. J'espère que ce sera pas Dinard le successeur. Fernandez avec Dinard en adjoint. Alors Fernandez et Onesta sont brouillés depuis. Oh mais si Onesta s'en va. Oui, mais je pense qu'Onesta aura à cœur de désigner son successeur à mon avis. Lucas Karabatic. Et vu le palmarès qu'il a porté au hand français, on peut lui accorder ça. Ah non, mais il fait ce qu'il veut, Onesta. Moi, il pourrait dire je sélectionne. Constantini avait un peu nommé. Je sélectionne. Ouais, je sais pas. Il pourrait tenter des paris. Je vais rappeler Jackson Richardson pour jouer. Moi, je lui dis mais vas-y. Oui. C'est sûr. Alors tenter des paris en handball français, c'est vraiment. C'est pas des paris. Bon, on va finir là-dessus. Et on revient après un jingle. De retour dans Amicalement Sport, maintenant on va aborder la question du ballon ovale, du rugby. Les valeurs. Alors, ce week-end, on a la dernière journée de la Coupe d'Europe. Alors on va commencer par ça les gars. On a déjà le Racing qui est qualifié, qui est sûr même de... Racing qualifié quoi. Voilà. Non mais on y reviendra après parce que c'est vrai que ça fait bizarre de le dire. Tout ça pour se faire péter en quart par le Stade Français. Voilà. Non attends, le Racing on y viendra après. Parlons d'abord des équipes qui sont pas encore qualifiées.
qui sont Toulon. Commençons par Toulon qui mon triple champion en titre, blablabla. Évacue quand même. Et on évacue. Toulon. Qui doit gagner à base pour se qualifier. Allez, baf. Et au final, on pensait vraiment pas au début de la saison qu'on allait se retrouver avec Toulon en ballottage pas si favorable que ça à la dernière journée. Les clubs français sont quand même pas mal peu placés là pour la qualification, même que ce soit en tant que meilleur. Oui, mais là, si on parle juste de Toulon, on pensait au Toulon. À la limite, c'est une saison particulière, c'est une saison de Coupe du Monde, donc. On peut jamais trop prévoir ce qui va se passer. Je te rappelle que Brive est dans le top 6 du championnat. Voilà. Tout a été conditionné pour Toulon à une claque qu'ils ont reçue sur le terrain des Wasps en octobre, je crois. C'était la première ou la deuxième journée. C'est ça. Et depuis, en gros, ils courent pour rattraper les points. Ils font les 2 derniers matchs. Ils font 2 matchs à ma gueule, mais vraiment merdiques. Chez merdique, ils gagnent 12-6 ou 12-9 face à Basse. Et ils battent, c'est le Leinster à la dernière minute le week-end dernier sur un essai de Mitchell. C'était pas les Wasps la semaine dernière justement. C'était les Wasps, excuse-moi, ils sont sur un essai de Mitchell ou O'Connor. J'étais tellement dingue. Je sais plus quel est d'abord. Voilà, sur un essai de Mitchell à la 82e minute. Donc vraiment, c'est plus j'ai envie de dire c'est plus le même Toulon, on est quand même très exigeant, mais c'est quand même un Toulon beaucoup plus accroché par rapport aux dernières années où ça faisait 3 il joue mal. C'est affreux à voir quoi. Il joue mal et on dirait le Toulon vraiment des premières années Boudjelal quoi. Ouais, juste avant l'arrivée de Wilkinson, c'était un peu ça quoi. Voilà. Même au début de Wilkinson. Et il joue mal. Et du coup, question un peu polémique exprès, est-ce que c'est uniquement la faute de Quade Cooper et de Manonou ou il y a autre chose? Il y a pas assez de gifs, c'est tout. C'est qu'ils ont des numéros 9 les plus surcotés de France, si ce n'est le plus surcoté. De quoi on connaît ton amour pour Sébastien Tillesbord. Ouais, c'est ça, c'est à chaque fois que je le vois jouer en équipe de France, en général, je change de chaîne. Il est lent, il est pas. Après, il va sur Arsenal, il va Mertesacker défendre, il revient sur le rugby. Enfin, rappelons quand même que Tillesbord sur le début de la saison, il est pas forcément titulaire à Toulon, c'est Escande qui est titulaire. Mais là aujourd'hui, il est titulaire. Oui, c'est vrai. Dans les gros matchs, ils pourront pas se passer de mettre Tillesbord, Cooper qui est magnifique depuis le début de la saison et Manonou dont on se demande si c'est le même mec qu'à la Coupe du Monde. Cooper qui est magnifique. Non, c'est ironique. Ah, merci. Puis, merci Grishka. Même Escandre, c'est un gamin qui vient, je crois, il vient de Montpellier à la base. team premier degré, fier de toi. Il est de Montpellier. Qui pour le coup, t'as l'impression qu'il est complètement catapulté en équipe première, donc il y a eu des matchs, même contre les Wasps, où t'as l'impression qu'il se demande un peu ce qu'il fout là. Après, en championnat, il a fait aussi de très bonnes performances, il est très solide au pied. Son pourcentage de réussite est très très bon. Après, Lopez, si tu nous écoutes. Voilà. Il faut aussi rappeler que Toulon, il leur manque leur maître à jouer, et ce quasiment jusqu'à la fin de la saison, c'est Magito, qui s'est encore blessé, là, et qui va devoir se refaire opérer, donc, pour le coup, qui est out je crois qu'il peut revenir pour la finale du top 14, mais c'est le scénario optimiste, et du coup, c'est vraiment pas sûr. C'est pas plus mal, on y va la semaine prochaine. Oui, c'est vrai, là-dessus, pour le Stade Français, c'est peut-être pas plus mal. Après, bon, Toulon a, comme d'habitude, acheté pléthore de joueurs de niveau international à l'intersaison. Oui. Bon, le retour de James O'Connor, qui connaissait déjà un peu Toulon et qui fait des... Il fait des piges comme ça. Il fait des piges, non mais il est assez... il est pas exceptionnel, mais il est correct. Il est correct. Voilà. Il est acceptable, on va dire. T'as Vermeulen, bon, lui forcément, à 3ème minute Sudaf en Europe, il s'amuse. C'est normal. Bon, il se fait mettre KO par Médard, mais bon, ça c'est. Ouais, enfin, ça arrive. Les 3e minutes. C'est les rouflaquettes, ça, c'est violent. Ouais, alors en Europe peut-être, mais en championnat de France, tu t'amuses pas hein, même quand t'es 3e ligne, parce que quelque part. Ça va dire ça au Stade Français. Oui. Non, mais c'est un Sudaf. Lui, la violence, tout ça, il aime bien, donc il s'amuse. Mais eux, ils vont faire des entraînements. À main nue. J'allais plutôt dire. Tu mets la photo sur Twitter. C'est ça. Non, mais ou alors qu'il va à Soweto en disant j'encule tous les blacks. C'est con, il y a Brian Abada derrière et je pense qu'il court un peu plus. Que devient Israël Dags, le génie? Je pense qu'il reprend un verre là. Ah putain. Bon, le dernier suit au final qui attise plus les curiosités et les reproches depuis qu'il est arrivé, c'est Manonou. L'un des 4 fantastiques annoncés par Mourad
Et là, c'est aussi prouvé que les films 4 Fantastiques, j'ai l'impression. Mourad aussi a aussi annoncé que le Sud était débarrassé du FN, donc. Et il a demandé cette semaine à rejoindre la première chip anglaise. Donc, oui, c'est vrai. Ça c'est une bonne blague, Mourad. C'est Mourad. Voilà. Faut pas chercher à comprendre. Il faudra m'expliquer comment les Anglais pourraient accepter d'avoir un club du Sud de la France. Ouais, parce qu'en 13, ils ont bien les dragons catalans, donc. Oui, en 13, mais le 13 c'est tellement, ils ont. Voilà, en 13 t'as des circonstances, alors que là Toulon, sportivement, ils ont. Je sais pas, c'est en échange de Churchill qui avait fait péter la flotte française à Toulon, peut-être, je sais pas. Enfin, réparation, du coup, tu nous acceptes. C'est pour leur rappelons que les Anglais, ils ont déjà fait ce genre de coup. Je crois que c'est Bass, notamment, il y a 10 ans, qui avait demandé à quitter le championnat anglais pour intégrer la Ligue Celt à l'époque, parce que je sais plus, je crois que le président, c'est un peu comme Mourad et la Fédé, quoi. Il y a plus des clubs irlandais ou italiens en Ligue Celt. Mais très vite, ils ont pas gagné un match. C'était à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire le président du club qui s'était fâché avec la Fédé, donc du coup il a dit du coup je me casse. Et évidemment il ne s'était pas cassé, parce que bon c'est. Retenez-moi, je pars. Voilà, c'est un peu ça. Comme il va mettre son manager à la tête de la Fédé, il a pas d'intérêt à partir. Voilà. Non mais on reviendra aussi, Manonou, du coup on reviendra un peu sur ces grandes stars du Sud qui s'adaptent pas forcément au jeu du Nord, parce que Manonou, le mec, il a sur les premiers matchs là, ça va un petit peu mieux, surtout en défense, mais il avait l'air totalement paumé sur le terrain. On a c'est Bastaro, quoi. T'es marrant. Non, mais on a l'impression que s'il est pas dans le jeu hyper huilé, mine de rien, des All Blacks, il est un peu paumé. Après passer des All Blacks à Maxime Mermoz à côté de toi, ça doit faire un choc. Non, mais après, si vous regardez un petit peu le rugby du Sud, le Super Rugby, Manonou, depuis 4-5 ans, en club, il a rien fait, hein. Il a changé plusieurs fois de club parce que, à chaque fois, bon, ses performances étaient top. Il était pas top, justement. À part les All Blacks, c'était pas génial ici, mais là, sur le début de sa carrière à Toulon, c'est un peu ça, quoi. Pour qu'il joue avec les All Blacks, c'est qu'il devait pas être non plus mauvais nom en club. Mais après, non, c'est surtout qu'il a 80 sélections avec le même. Comme il Lopez a joué en équipe de France. Les mecs avec Cora Smith, pour pas le nommer, ils se connaissaient par cœur. Il était très bien adapté au jeu des All Blacks. Et c'est pareil pour Dan Carter sur ces dernières années, hein. Oui. Donc, parce qu'il était vraiment pas. Après, pour l'instant, le début de Dan Carter au Racing est plutôt bon. Oui, ça clairement. Voilà. Vous vous souvenez de Georges Gregan à Toulon et Stéphane Larkham à Toulouse? Larkham a été à Toulouse. Larkham a été. Je me souviens d'Andrew Mertens surtout. Oui, à Toulon aussi. Voilà, tu sais, c'est des mecs, quand ils sont dans leur zone de confort et tout, et que tu les sors brutalement dans un championnat qu'ils connaissent pas. Il va falloir le temps de s'adapter. C'est comme Ornstein au Stade Français. Parce que c'est pas. Il lui a fallu du temps, lui. Il a fallu 1 an et demi, quoi. C'est extrêmement différent. Mais quand il s'est adapté, il s'est adapté, quoi. Oui, quel enculé. En Super Rugby, il y a des espaces de partout, il y a quasiment pas de jeu de ligne. Donc, mais c'est justement là aussi où tu peux. Pour le coup, là, t'as vraiment 3 rideaux. C'est ça. C'est justement là aussi où tu vois la qualité d'un joueur, c'est à sa capacité d'adaptation. Tu regardes, bon. En même temps, le Racing a tout fait pour que Carter soit dans les bonnes conditions, mais Carter, il est déjà essentiel au jeu du Racing. Et en plus, même pas à son poste. Jusqu'à ce qu'il se blesse pour 6 mois. C'est le Gourcuff du rugby. Parce qu'il n'y a plus Jonathan Wisniewski non plus. Ça. Oui. Rémi Talès, quoi. Il devient quoi, dit en passant? Il est titulaire. Titulaire à Grenoble. L'année dernière, c'était le meilleur marqueur du championnat. Il doit être toujours dans l'état, donc voilà. Il est dans un club à sa mesure au final. Ouais, c'est vrai. Débarrassé du tout stress, parce qu'à l'époque, tu sais, tout le monde l'envoyait en équipe de France, blabla. Mais c'est un très bon, c'est toujours un très bon. Oui, non, c'est un très bon numéro 10. Alors, pour revenir à la Coupe d'Europe, le deuxième gros match du week-end, c'est pour les Clermontois, qui reçoivent Bordeaux-Béglé. Bordeaux-Béglé. Qui reçoit l'équipe B de Bordeaux-Béglé. Voilà, qui reçoit la réserve de Bordeaux-Béglé. Donc, si ils font pas les idiots, enfin bon, c'est les Clermontois, on sait jamais. Non, c'est à domicile. Jefferson Poirot est titulaire. C'est fini la légende de Clermont. C'est toujours quand même. Non, maintenant Clermont n'attend plus la finale. Ouais, c'est ça. Pour perdre, oui. Non, Coupe d'Europe, c'est la demi-finale à chaque fois. Ou la finale si les Toulonnais sont dans le tas. Exactement. Voilà. Non, mais bon, là. Il y a des petites lignes toujours. Après, Bordeaux-Bègles, si tu as une chance vraiment infime de passer en finale, de passer en quart de finale, pardon. Et du coup, on a l'impression que ça les intéresse pas. Non, mais je pense je crois qu'ils l'ont annoncé plus ou moins clairement que voilà, ils vont jouer le championnat. Sachant qu'ils sont 5e en championnat, donc ça va toujours très bien. Ouais. Puis, ce qui est dommage, parce que surtout, vu, les intentions de jeu de Bordeaux-Bègles depuis 1 an et demi, si tu veux, tu te dis que bon, c'est un peu dommage de pas aller voir plus loin. Oui, sachant que, pour résumer, la poule de Clermont et de Bordeaux, donc la poule 2, il y a aussi les Ospreys et Exeter. Ouais, donc ce qui fait 4 équipes très très joueuses, donc c'est la poule la plus sympa à regarder. Les Gallois sont premiers avec 16 points, après tu as Clermont avec 14, Exeter et Bordeaux avec 11, c'est-à-dire que les 4 équipes pour l'instant peuvent encore se qualifier.
Donc c'est vraiment une poule très relevée. En plus, c'est une poule, quand tu me dis Jonathan, qui joue bien. Les matchs, Exeter, c'est hyper transfiguré depuis que Ignacio Mieres est passé. Les Bordeaux-Bègles, Exeter, je crois que c'était le match avec le plus gros n'importe quoi et le plus, pour un spectateur neutre, c'était vraiment sympa à voir. Non, le Oyonnax, Ulster, le 23-0 qui passe à 23-24, c'est quand même mieux. Oh, mais ça fait un peu plus chier à la fin, on va dire. Non, par contre, je pense que c'est mieux aussi. Merci. Donc les Clermontois sont deuxième. Bon, si Bordeaux met vraiment l'équipe prime comme il l'annonce depuis une semaine, on va dire que les Clermontois vont avoir 4 ou 5 points. Après les Ospreys vont à Exeter, c'est rien n'est fait, rien n'est joué. L'équipe B qui passe. C'est l'équipe B de Bordeaux-Bègles, c'est ça? En gros, ils envoient leurs jeunes, quoi. Ils mettent pas leur équipe type. Ça fait l'UBBB du coup. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. L'U3B. Merci beaucoup. C'est tout pour lui. Attendez, je réveille Quentin qui est en choc du coup. Il a été choqué par la blague. Donc voilà, rien n'est fait aussi pour les Ospreys. Donc Clermont peuvent se retrouver premier de la poule, deuxième ou troisième s'ils arrivent à se foirer contre Bordeaux. Troisième, faut vraiment qu'ils fassent match nul et puis qu'Exeter gagne avec le bonus contre les Ospreys. Donc bon. Ouais, mais Clermont a déjà deux défaites dans cette phase de poule. Ce qui est 2 de plus que l'année dernière, je pense. 2 de plus de l'année dernière, surtout 2 matchs où ils se sont vraiment plantés, quoi. C'est à Exeter. Oui. Et aux Ospreys, surtout aux Ospreys, au Liberty Stadium où ils ont fait de la merde. Voilà, ils ont fait de la merde, donc c'est pour ça que je me méfie, parce que c'est vrai. Clairement, c'est vraiment bizarre cette année. Le championnat, c'est un peu la même chose. Ouais, alors après, ce que Romain disait sur Lucas Karabatic, je pense que je préfère à peu près le même genre de truc avec Camille Lopez, qui pour moi n'a rien à foutre. Alors déjà, n'a pas le niveau international, et surtout dans une équipe plutôt joueuse comme Clermont. Et Camille Lopez, c'est un joueur qui ralentit le jeu, qui attaque jamais la ligne. Est-ce que tu as noté l'arrivée petitement là de leur deuxième argentin là en ouvreur-bis, là, le jeune de 20-21 ans? Moi je le vois poser là de la part du président, genre bon Camille, tu le vois là, cul, hein. Voilà. Mais un ouvreur argentin c'est forcément bon, donc évidemment. Oui. Bah déjà au pied c'est souvent des valeurs assez sûres, quoi. Donc surtout ça porte très bien le ballon, quoi. Oui, il porte très bien le ballon. Il intervalles. J'ai vu Camille Lopez pendant un intervalle. Physiquement, il est assez grand et assez fin, donc c'est intéressant. Il a une bonne vitesse, si je me souviens bien. Camille Lopez, un pote, l'a déjà vu prendre un intervalle à une file d'attente du McDo. Voilà, c'est pour l'anecdote. Mais oui, en plus il y a un McDo à Clermont? Non, c'était à Saint-Etienne. Il y a un McDo à Saint-Etienne? Oh là là là. Bon. Clermont c'est fait. On verra. Mais oui, on bout, non, mais je pense qu'ils remettront Brock James sûrement pour les matchs. S'ils arrivent à le réparer d'ici les quarts de finale. Ouais, s'ils sortent du frigo, bon, c'est ça. Compliqué avant de l'envoyer à La Rochelle. Il vaut mieux je pense qu'il vaut mieux un Brock James sur une jambe qu'un Camille Lopez potentiellement sur ses deux. Bah déjà le taux de réussite est pas le même. On l'a vu en finale l'année dernière. Voilà, en finale du top 14, ça a failli être le cas. Donc bah ouais, entre un mec qui arrive jamais à te faire gagner 1 mètre sur un coup de pied, puis un qui peut te faire gagner tout le terrain, entre autres. Bon, on va passer rapidement sur Oyonnax et Toulouse qui sont déjà éliminés tous les deux le challenge, petitement. C'est de savoir si Toulouse va terminer dernière au Oyonnax. Ils n'ont jamais très drôle. Ils n'ont jamais terminé dernier de Coupe d'Europe depuis la création de la Coupe d'Europe en 96. Non, parce que c'est quand même très mal parti. La première ils l'ont gagné. Voilà. Donc déjà. Oui, non, mais ils ont déjà été une ou deux fois éliminés en poule, mais ils ont jamais terminé dernier de leur poule. Non, puis ça serait vraiment la honte pour le Stade Toulousain. Ça représente en Europe. Toulouse qui a fait une saison blanche en Coupe d'Europe, bon, ça arrive, ils sont en reconstruction avec nouveau coach. Donc, en gros, ils ont bazardé. Au bout du 2 ou 3e match, ils ont bazardé ça. Surtout, voilà, ils sont très bien placés en championnat à fond, quoi. Top 14. Donc bon, on va dire, on les excuse. Bon, après, championnat à fond et comme tout le monde, ils espèrent taper clairement en finale, quoi. Voilà. Après, bon, il reste encore les 2 clubs franciliens. Bon, on va commencer par parler du Stade Français parce que on préfère, et surtout parce qu'il y a encore le fait qu'il y ait surtout 4 supporters du Stade Français autour de cette table. Voilà, dont 2 abonnés, un qui a le bonnet, un abonné. Et oui. Et surtout parce que le Stade Français. Putain, Jonathan, plus jamais tu viens ici. Et ça va, vous supportez Grishka depuis 5 ans, j'ai envie de dire. On n'a pas le choix, c'est Lucas Enregistre. Ah, c'est vrai. Donc voilà, le Stade Français qui est 2e de sa poule, pas encore mathématiquement qualifié, mais qui peut l'être. Mine de rien, on disait les clubs français en H-Cup c'est pas terrible, mais on peut se retrouver avec 4 clubs en quart. Champions Cup, je te rappelle que ça a changé de. Oui, non, c'est toujours H-Cup pour moi. Oui, moi aussi. Parce qu'il boit pendant, donc c'est bien. C'est ça. Quoi. Le Stade Français qui va se retrouver
devant un gros défi puisqu'ils reçoivent le Leicester, donc club premier de la poule est déjà qualifié, demain à 14h au stade Jean-Bouin. Donc, pour résumer, il faut la victoire. Avec bonus, ça serait mieux. La victoire devrait suffire. Après, l'avantage, c'est que ils jouent après quasiment tous les autres. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura que Clermont derrière. Ils auront déjà les résultats de la poule de Toulouse. Ils vont savoir ce qu'ils vont faire. Voilà. Et de la poule du Racing où il y a encore des clubs qui sont en ballottage avec Stade Français pour les deuxièmes places. L'avantage du Stade Français, c'est que c'est qu'ils auront les cartes en main, quoi. Voilà. Et l'avantage totalement. du Stade Français, surtout, c'est d'avoir un club italien dans sa poule. Oui. Ça fait toujours des points. Oui, parce que rappelons que si là on parle des clubs qui terminent deuxième, les 3 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale. Et il peut potentiellement y avoir plusieurs clubs à égalité. Si jamais il y a égalité, c'est le nombre d'essais. C'est le nombre d'essais, puis le nombre de points marqués qui compte en ordre d'importance. Le nombre d'essais, c'est cruel quand justement t'as une équipe qui a eu des Italiens dans leur poule. Bah voilà, c'est pour ça que pour Paris. C'était Zèbre. Non, c'est Trévise. Donc au final, c'est. United Colors of Benetton. C'est le jackpot. C'est le jackpot comme tu dis toi là-bas. Le Trévise de Luc McLean. Oh putain. Et de Tom Palmer. Voilà. Et en plus, le Stade Français a l'avantage, on a vu cette semaine de nous avoir comme supporters, oui. De nous avoir comme supporters, évidemment. Ça, nous serons entendus demain dans le stade. Et surtout d'avoir pas mal de ça tombe grands bien parce joueurs. qu'à Jean-Bouin, ça résonne pas tip top. Oui, c'est vrai. Moi, il y a plus d'ambiance quand t'es à l'intérieur qu'à la télé, quand même. Oui. Ouais. Et il y aura toujours plus d'ambiance c'est toujours mieux que Colombe. Voilà, que Colombe. Voilà. Donc, ça reste, c'est notre. On se met pas notre pull sur les épaules. C'est notre valeur de base, tu vois. Tant qu'on est mieux que Colombe, ça passe. Non mais Racing, c'est le seul stade au monde où en fait les gens quand on leur demande le prix de la place, on sait tout. Alors que c'est le seul stade olympique français là-bas. Ouais, c'est vrai. Donc Stade Français qui va revenir des Lacafia titulaires, Burban sur le banc. Ils ont quand même trouvé le moyen de te coller alors en entraînement sur synthétique. Alors certes la pelouse était meilleur moyen de te blesser. Gelée et ils sont sortis avec 5 ou 6 blessés quasiment. Ouais. Ça c'est très bonne idée. Ça pour le coup c'était mardi si je me souviens, c'était pas le truc le plus malin au monde, mais bon. Apparemment c'était juste des petits coups et donc ils seront là demain. Pour la plupart. Et évidemment en face Leicester, eux ils viennent pas pour des prunes, ils mettent aussi équipe type, notamment 2-3 mecs un peu sympas, genre Tuilagi, enfin des gars comme ça quoi. Ce qui est peut-être pas plus mal parce que oui au moins ça te permet de voir ce que tu vaux quoi. Vu la masse d'internationaux qu'il y a en face, à l'approche du Six Nations, je suis pas sûr qu'ils se donnent à fond. D'ailleurs du coup on va avoir un petit duel Tuilagi contre Jonathan Danty. Ça je vous avoue que en tant que Jonathan Danty et dans le stade ça va être plutôt sympa à voir. Bon, un mot rapide avant de passer au top 14 sur le Racing. Racing déjà qualifié. Non. Un mot rapide, c'est bon. Rapide, ça suffit. D'accord, voilà. Ils sont assurés de jouer à Colombe. Ils attendent le Stade Français pour qu'on les pine là-bas. Donc on arrive. Les Chambert, enculés. Bon, pour le coup, si vous pouvez les dégager, ça me va. Non, mais je préférerais voir Toulon perdre et puis après vous faites ce que vous voulez entre vous les Parigo quoi. Ouais. Non, Racing Parigo. Oh. Ouais, c'est pareil. C'est mes enfants locaux qui payent le salaire de Dan Carter. OK. Bon, après cette magnifique vanne de Quentin, on va passer au top 14. Ou, bon, pour garder le Racing 2 minutes, puis après on n'en parle plus, promis. T'es obligé. Non mais... Ok, moi je parle pas alors. Pour dire que pour une fois, ils vont peut-être pas se planter en quart de finale. Non, ça c'est possible. Mais pour l'instant, ils sont en tête du championnat. Ce qui, mine de rien, leur arrive assez rarement. Il y a ex-aequo, je crois. Oui, ex-aequo avec Clermont et Toulouse. Ouais. Mais bon, niveau des chiffres, ils sont devant à la différence de points. Oui, voilà. Ils n'ont toujours pas de bonus. Offensif ou défensif. Bon, ça c'est très fort. Ça c'est très très fort. Voilà. Mais tu vas me dire le Stade Français non plus. Donc. Non, 2. Non. Si, 2 bonus. Un défensif, la défaite à domicile contre Bordeaux. Ouais, donc forcément, un bon truc. Et oui, il y en a eu un à Agen, je crois. Un offensif. Non, c'est pas le premier match contre Pau, la réception. Non, il n'y a pas eu de bonus offensif. Bon, voilà. Sûr. Mais il y a dû avoir un défensif à Agen, le déplacement. Donc voilà, le Racing qui au moins, je vais le dire très doucement pour pas agacer Quentin, a le mérite de proposer un peu plus que le néant de jeu qu'il proposait ces dernières années. Oui, bon, ok. Ça, je veux bien t'accorder. Non, ça on peut accorder, mais leur meilleur buteur reste de pénalité comme le Stade Français. Donc, et Rémi Thalès. Voilà, et Rémi Thalès, donc les valeurs demeurent. Bon, ils ont le mérite d'avoir assez bien intégré Dan Carter. Pour l'instant. Jusqu'à la prochaine blessure. Il y a 2-3 jeunes qui se révèlent, notamment Kamisha qui est dans les
petit papier d'équipe de France pour le prochain Six Nations. Qui est dedans, tout simplement. Ouais, qui est dedans, qui va. On espère qui profite de la blessure de Rémi Bonfils, hein, bien entendu. Oui. Moi, il y en a un que j'attends au Racing dans les équipes de jeunes, c'est un demi de mêlée qui s'appelle Arthur Rétière. Donc le nom de famille n'est pas un hasard, c'est le fils d'eux. Originaire de Dijon. Qui était appelé avec l'équipe de 7, voilà, je crois. Qui va faire qui a déjà joué, qui va faire les Rugby Sevens, qui est vraiment un putain de surdoué, qui sait tout faire, parce que pour le coup, j'ai vu pas mal jouer en équipe de jeunes, ouais, et effectivement, il a à peu près tout pour un demi de mêlée. Mais le problème, c'est que pour que le Racing fasse confiance à ces jeunes, c'est très complié. C'est le problème. Non, mais je pense qu'il partira. Il commence un peu plus quand même avec Chat, là, Dubarry. Oui, c'est vrai. Dubarry d'ailleurs sur l'aile qui est. Pichot aussi, je crois. Qui m'a pas mal impressionné là sur les derniers matchs que je connaissais pas du tout, et bon, on va voir si sur la durée il arrive à s'intégrer à. Ils ont plus de jeunes 3/4 que le Stade Français, quoi. Ouais, mais nous on aime bien les blessés en plus, donc on s'aide pas. Après les autres en tête du championnat, je l'ai dit, Clermont. Bon, là l'habitude. Qui est déjà à la place qu'ils occuperont à la fin de la saison. Voilà, c'est à peu près bien résumé. Et Toulouse, qui mine de rien en championnat, parce qu'en Coupe d'Europe on l'a vu, c'est pas terrible, mais sans faire de bruit, passe très bien l'après Guinoves au final avec Hugo Mola. C'est là où on peut se dire que il y a pas d'erreur de casting quoi avec Hugo Mola et après c'est une année de Coupe du Monde, et Fabien Pelous en directeur sportif, parce que à mon avis au niveau de tirer des enseignements comme ça d'une année de Coupe du Monde, je trouve ça extrêmement difficile. Ouais, on verra la saison prochaine, mais bon, pour le moment ils s'en sortent plutôt bien. Non, mais même au niveau du jeu. Pas mal, mais c'est... Parce que bon, je suis d'accord, c'est dur de tirer des conclusions au niveau du résultat, mais au niveau du jeu, des intentions, alors que Toulouse depuis 2 ans, franchement, c'était moche. Au hasard, depuis qu'un mec comme Bézi commence à pousser un petit peu, genre doucement vers la sortie. Heureusement qu'on reverra plus le coach de Toulouse. On le verra en costard, ça change. C'est un autre homme. Bon, après Toulon, qui se trouve 4ème, qui est toujours dans les 6 points derrière les 3, je crois. 2 points. Ah ouais, je voyais plus loin. Non, ils ont 36 points, les 3 premiers ont 38. Là encore, ils sont dans les temps. Alors c'est après là où on trouve des noms qu'on n'attendait pas forcément. Bon, l'UBB, on va dire c'est dans la suite logique, parce que ça fait qui monte. Depuis 2-3 ans, ça monte régulièrement, donc les retrouver dans les 6 à ce niveau de la saison, ça me semble logique, surtout quand on voit. Mais j'adorais l'année dernière l'alternative Bernard Boxis Andy, ça te permettait d'avoir vraiment des options de jeu super différentes. Et quand ils ont marché sur tout le monde pendant 3 mois, c'est quand même magnifique à voir. Jusqu'à une défaite à domicile face au Stade Français, sur un drop de Jules Plisson. Et surtout l'ultime défaite à domicile contre Toulouse. Alors qu'ils avaient une pénalité de la gagne à la 80e et que Boxis l'a raté. Voilà. Donc on a Boxis. Donc j'ai dit l'UBB, là on est dans la suite logique par rapport à 2-3 ans, les 2-3 dernières années, mais c'est le 6ème pour le coup qui étonne un peu, moi qui me fait plaisir parce que ça... Comment on fait j'aime beaucoup Brie parce que c'est un peu con, mais le côté encore club franchouillard, le côté Patrick Sébastien, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le côté le plus grand cabaret du monde. Oui, il y a eu une Coupe d'Europe, c'était à l'époque où Sébastien. Mais non, mais plus de Coupe d'Europe que Clermont. Et que le Stade Français. Non mais mine de rien, bon ça fait un peu désolé, ça fait limite FN, mais pas quand t'as non mais laisse-moi finir. Ça fait franchouillard un peu genre FN tout ça, mais à côté de genre Toulon, Clermont, les gros clubs à gros moyens, quand t'as Brive qui fait vraiment genre le jeu d'avant à l'ancienne. Non mais ouais, ça fait un peu ça, et c'est bien qu'il y en ait encore un peu, tu vois. Parce que on sait tu regardes les matchs du Stade Ceste Tarbes en Pro D2, c'est un peu ça aussi, hein, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de les regarder. Oui, mais c'est de la Pro D2. Le rugby des campagnes. Non, mais on sait que le top 14 avec la professionnalisation va aller vers un championnat comme la Ligue 1, comme les grands clubs, c'est-à-dire de clubs. C'est-à-dire avec un seul club et puis tous les autres qui rentrent derrière. Non, pas ça, mais de clubs de grandes villes. Ouais. T'as Bordeaux qui émerge, t'as Lille, s'ils savaient pas gérer, s'ils savaient gérer leur économie, ils seraient déjà en top 14, et c'est bien qu'on ait encore il y a plus les clubs basques, il y a plus Perpignan, t'as un club genre Mont-de-Marsan, un Jeun qui fait l'ascenseur tous les 2 ans. C'est bien qu'il y ait encore un vieux club genre rugby du Sud-Ouest qui sont encore un peu là, même si bon, c'est pas le Sud-Ouest totalement Brive, je vous l'accorde. Mais c'est bien qu'il y ait encore un peu. Je connais bien ta géographie, dis-moi. T'as vu, c'est bien qu'il y ait encore un peu de ces clubs-là. En plus, t'as Oyonnax qui va descendre cette année, alors que ça faisait 2-3 ans que le rugby de campagne quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le rugby vrai, c'est bien ce qu'on dit.
Le rugby vrai, ouais. C'est bien, et surtout. Tu devrais créer un blog sur 20 minutes, le rugby vrai. Non, mais c'est vrai qu'en plus, de droite, ils ont un jeu, bon, c'est pas le jeu le plus sexy qui soit, mais c'est un jeu d'avant extrêmement bien construit. C'est leur identité de jeu depuis 40 ans. Que c'est chiant, ouais, mais c'est efficace. C'est bien qu'il y ait des alternatives, tu vois, aussi. Les mecs font autant de passes que de mauls, quoi. Les seuls qui en font moins, c'est le Racing, rappelons. Donc après Brive, il y a des clubs qu'on pourrait attendre un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire Montpellier, Castres et le Stade Français qui est encore plus bas. Est-ce que tu pourrais nous parler de Montpellier, Romain, justement? François Trinduc. En français, pas en africain, ce stade. Bah oui, il y a une cohorte de Sud-Africains qui arrive et qui est encore en train d'arriver, mais je suis pas trop cette saison malheureusement. Mais je sais pas quoi dire. Pour moi c'est on est dirigé par l'entrepreneur de l'année qui. Il le ressort à chaque fois. Qui à chaque fois il demande un sous-titre. Mohamed Atrad. Bon, je sais pas quoi dire de particulier. Moi, ce que j'aime pas avec ce qu'on a fait Altrad depuis qu'il est dans la logique. Comment il s'appelle le coach, dans la logique Sudaf, on va dire Jack White, c'est que ça il détache il a en gros je trouve détaché le club de la ville de Montpellier. Ah oui, non mais oui, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, enfin, je suis pas Montpelliérain, mais je sais pas, un fan de rugby à Montpellier, je pense qu'il trouve ça un peu triste, tu vois. Les fans de rugby à Montpellier sont pas, enfin, déjà, et puis. Il y a tellement de sports différents, surtout que. Voilà, et puis, l'identité, on va dire régionaliste, elle est pas dans le rugby, elle est dans le foot en premier, et dans le handball derrière. Bon, voilà, il y a le volley. Il y a le basket, il y a tout, quoi. Il y a le basket pour les filles. Bon, c'est un peu différent parce que c'est un conglomérat de. Oui, c'est une entente sportive. C'est une entente sportive de plusieurs villes, donc c'est pas la même chose. Mais non, Montpellier, c'est. Voilà, le stade, ils ont renommé le stade Altrad Stadium alors que c'était du Manoir. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Voilà. Ouais, le projet est un peu bizarre. Ça fait un peu champignon. On a cherché à installer une équipe d'étrangers, etc. Ils vont l'appeler la Jackie Arena. Si au moins ils avaient un rugby chatoyant qui attire les fous, tout ça. Mais ils ont encore un peu de mal à. Ça va mieux cette année. Mais surtout que les Sudaf, c'est pas les mecs du Sud qui ont le rugby le plus chatoyant. Ouais. Les Sudaf encore moins, quoi. C'était pas mal quand il y avait encore les trois formés, Trinduc, Ouedraogo, Picamol. Là, c'était un Pica bagarre. Picamol est parti, Trinduc part. Il y a que Ouedraogo. Non, mais voilà, à ce moment, Ouedraogo, je suis pas sûr qu'il puisse aller autre part de. Je le trouve pas. Il est un peu vieux maintenant. Voilà. Non mais oui, je veux dire maintenant, je sais pas où est-ce qu'il pourrait aller pour se relancer. Mais bon, c'est le capitaine. On lui fait confiance. Il a dit qu'il voudrait plus ou moins terminer sa carrière là-bas. Voilà. Bah c'est une identité qui est très très forte. Ouais. Donc, après, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de bonnes écoles de rugby à. Ouais, quand tu regardes Julien Thomas, a été formé là-bas. Voilà. La fameuse école du Pic Saint-Loup d'où viennent tous ces gars-là. Voilà, mais il y a un vivier. Parce que il y a un vivier, mais on leur fait plus trop confiance parce qu'on fait venir. On a suivi le rugby de jeunes pendant longtemps, effectivement. Quand tu savais que t'allais taper Montpellier en phase finale, t'étais pas content, quoi. Voilà. Donc voilà, on va conclure là-dessus. On reviendra pas sur le Stade Français qui est dans les bas-fonds du classement, mais qui va remonter, soyez-en sûrs. Bon, peut-être pas assez. Grâce à Jules Plisson. Peut-être l'année prochaine. Peut-être pas assez pour intégrer les 6, mais bon, sait-on jamais. On va donc laisser là-dessus sur message d'espoir Stade Français. Non, ça c'est le maître du quiz, c'est le lundi soir. Voilà. De toute façon, c'est Cédric qui gagne, sauf exception. Et il a perdu l'autre jour. Donc voilà, avant que ça t'étais là, Mallory. Oui, j'étais là, j'ai battu Cédric. S'il vous plaît, avant que ça parte en débrief de Passion Foot, on va rendre le thème. Je peux pas dire, je vous dis à la prochaine et bon week-end à tous. Et on remercie Thomas pour sa venue.